Bien, ma 5e stat du jour, moi je suis obligé d'y aller, hein, si vu que tu n'y es pas y aller. Je vais y aller. 68. C'est le nombre de matchs joués par Kawhi. Exactement, le nombre de matchs joués par Kawhi Leonard. Donc on se dit, waouh, c'est beaucoup. Et en effet, c'est beaucoup. C'est la première fois depuis la saison 2017 qu'il fait autant de matchs. Donc la fameuse saison hein, où il aurait dû être deuxième du MVP derrière James Harden. La saison. Oh là là, coup dur. Ah, je peux pas m'empêcher quand on dans le podcast. Mais non, vous savez, la saison Spurs avec la blessure Zaza Pachulia, voilà, la saison magnifique de Kawhi 2017. Et donc c'est la première fois qu'il joue autant de matchs. Même si, bon, petite nuance, parce que 2020, il n'est pas particulièrement blessé, mais la saison est courtée, 2021 aussi. La saison est plus courte que d'habitude. Mais bref, donc c'est voilà, ça fait quand même un gros nombre de matchs. Mais en phase de 68, qui est beaucoup, il y a aussi 2. Mais c'est son nombre de matchs en play-off. Et je pense qu'on est un peu obligé d'en parler, puisque c'est la fin d'une ère, ça y est, c'est la fin de l'ère Kawhi et Paul George. Je pense que beaucoup de monde vont retenir, et toi, je ne sais pas trop ton avis, je crois que tu es un peu sévère aussi. Beaucoup de monde va retenir un peu cette ère comme un échec. Et je peux comprendre, hein. Pour ce côté, ça n'a pas donné de résultat, c'est un échec par définition. Et va aussi retenir beaucoup un côté, les Clippers d'habitude, t'as de l'espoir et puis ça choke, et puis ils sont jamais là, et puis t'as de l'espoir en novembre, et puis ou en février, comme on a dit tout à l'heure, mais pas en juin, alors qu'on les attend en juin. Chaque année, nous, les hipsters tactiques ou autres, on est là, ouais, les Clippers, ils vont être là en finale, et ils sont jamais, etc., etc. Je pense que beaucoup de monde va retenir ça. Moi, personnellement, si tu me poses la question dans 20 ans, la première chose que je vais évoquer, c'est les blessures, en fait. Et notamment la blessure de Kawhi. Parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut occulter le fait que Kawhi a été blessé sur littéralement tous les rounds de playoff, hormis 2020, en fait. 2020, ok, première année, ils arrivent, échec. Ok, ils sont remontés 3-1 dans la bulle. Bon, on pourrait mettre des nuances du genre, dans la bulle, contexte particulier, ou alors... encore mieux que cet argument que j'aime pas trop, mais surtout, le vestiaire, c'était catastrophique parce que Lou Williams et Montrezl, ils sont arrivés un an plus tôt, donc ils pensaient que c'était eux les tauliers, Patrick Beverley aussi. Le vestiaire, catastrophe. Mais ok. 2020, échec. Ensuite, 2021, ils sont favoris. On attend la finale logique, hein, Brooklyn contre Clippers. Et Kawhi se blesse contre Utah, je crois. Il se blesse pendant le run de playoff. Voilà, c'est mort. Plus de Kawhi. Ok, il est pas là en 2021. Fin 21, pardon. 2022, il est pas là non plus. Il est toujours convalescent. Il joue pas du tout de l'année. Ok. 2023, il se blesse aussi en playoff, sachant que Paul George avait été blessé un peu avant. Mais voilà, surtout Kawhi se blesse et il finit pas la série. C'est pour ça qu'on a eu Westbrook aussi au volume. Ok. Et 2024, il est pas là non plus. Il fait 2 matchs, mais on sait bien qu'il est blessé depuis quelques semaines cette année là, et qu'il revient, mais voilà, c'est pas Kawhi. Donc en fait, on voit qu'il y a une campagne de playoff, une vraie campagne de playoff, 2020 qui a été, ok, un échec. Moi, je nuancerais un peu plus parce que le vestiaire, c'était vraiment nul, le coach, c'était vraiment nul, mais ok, admettons, c'est un échec. Mais est-ce qu'une campagne de playoff, ça suffit à dire pour que le cycle entier est un échec? Parce que, encore une fois, j'insiste, on n'a eu qu'une campagne de playoff. Et pour dire, Boston a eu besoin de 6, 7, 8 chances, je sais plus combien, pour finalement arriver au titre. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que toi t'en penses, mais j'avoue que moi je serais quand même beaucoup moins sévère que beaucoup de gens, pardon, parce que non, en fait, il y a aussi l'élément blessure, dans le sens où on a eu qu'une seule campagne de playoff, quoi. On en avait un peu débattu sur Twitter, et je sais qu'on a des avis qui sont pas opposés, mais qui diffèrent, on va dire, sur certains points. Je pense que t'as plusieurs trucs. Sur la bulle, moi je suis sévère. Je suis très sévère sur eux, sur la bulle. Et pour moi, c'est justement ce côté où les blessures renforcent encore plus le sentiment d'échec qu'a été la bulle. C'est-à-dire que oui, le vestiaire, peut-être que le vestiaire était catastrophique, peut-être que Doc Rivers était un coach horrible, mais il mène de 17 points dans le game 5 contre Denver. Il mène de, 16 points dans le match 6 contre Denver, et il mène de 14 dans le match 7 face à Denver. C'est-à-dire que gâcher autant d'opportunités, pour moi, c'est vraiment un échec terrible. Et ça montre que quand tu as une opportunité, que tu as des joueurs en santé, même sur des joueurs du niveau de Kawhi Leonard et de Paul George, tu as intérêt à saisir cette opportunité parce que tu n'es pas sûr qu'elle se représente. Et on l'a vu, finalement, 5 années de ce duo, tu as eu une campagne de post-season où les deux terminent en pleine santé. C'est la campagne de post-season où ils ont raté. Attends, juste, Constant, juste pour dire, je suis d'accord, je te le compte, 2020, je te le compte. Cela dit, Constant, Denver, 2020, c'est quoi la fois après 2020, où ils ont été à 100%
en état de santé, Denver. Ah ouais, c'est quand ils sont champions. C'est voilà. 2023. Donc c'était pas non plus n'importe qui, Denver. Mais non, ok, je te le compte. Okay. L'effectif était pas le même, celui de la bulle. L'axe était le même, mais t'avais pas Aaron Gordon, t'avais pas KCP, t'avais PJ Dozier qui était un joueur de rotation durant les bulles. Mais non, je pense que sur 2021, il manque vraiment de chance parce que je crois qu'on l'avait déjà dit l'an dernier, mais effectivement c'était une équipe très solide. Après, là où je suis un peu plus sévère que toi, je pense, c'est sur l'aspect blessure, c'est après 2022, donc après les croisés. Tu peux pas t'attendre à avoir une saison complète de Kawhi en santé. Je pense qu'ils se sont un peu trop entêtés, c'est-à-dire que la blessure, lorsqu'elle arrive en 2021, bon, c'est comme ça. Kawhi, il y a une saison quasi blanche, il y a une saison de load management, on va dire, du côté de Toronto, mais au moins pour les campagnes de playoff, il était en santé. Ok, là, pour le coup, c'est un coup de malchance. Pour les saisons d'après, je suis un peu plus sévère en disant, bah oui, mais bon, tu vois, Kawhi a joué 2 matchs de playoff cette saison, mais comme il en a joué 2 matchs la saison précédente, quoi. Donc, sur la seconde partie du duo, je suis un peu plus sévère de dire, bah oui, mais bon, c'est triste, mais c'est logique, parce que ça fait depuis 2020 que Kawhi n'a pas fini une campagne de post-season. Je pense que si on fait ça c'est un épisode entier, je pense, sur le sujet, mais si on fait la rétrospective complète de ces 5 années, t'as une scission qui se fait au moment de la blessure de Kawhi. Et je pense que après, ils ont peut-être espéré un peu trop, naïvement même, je pense, je vais dire naïvement, que Kawhi soit capable d'enchaîner les matchs. Et parfois, ils se sont dit, on va essayer de ménager Kawhi comme sur la 2022-2023 pour l'avoir en santé en playoff, et ça leur a coûté du seeding en saison régulière. Je comprends. Monsieur le juge, une objection. Cela dit. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais j'aime bien refaire la chronologie aussi. Et ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que je vais vous vendre. Hein. Mais pour moi, le côté... il y a parfois aussi un côté trop sévère. Alors, toi, non. Mais comme tu viens de le présenter, je suis à peu près d'accord. Mais parfois, certains exagèrent un peu dans ce côté. Ouais, mais tu construis avec des mecs qui sont injury prone. En même temps, le côté, tu fais qu'une seule campagne de playoff en santé. Pardon, j'ai pas le mot en français, c'est moche, mais sans être blessé, pardon. En même temps, tu peux t'y attendre quand tu construis avec des mecs injury prone. Là, je trouve que c'est un peu sévère. Parce que si on refait la chronologie, été 2019, tu assembles ce duo. T'as un mec qui sort d'une campagne où tout le monde le voyait top 3 MVP. Donc Paul George, OK ici, et un autre qui, littéralement, à la fin des playoffs, on le traite de nouveau Michael Jordan. Voilà. Donc, littéralement. Ça, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et surtout, en fait, aucun des deux, à l'été 2019, n'est injury prone. Les deux ont manqué une saison complète. Paul George, parce que blessure très grave à la jambe, mais paradoxalement, ça a bien pété, et à un endroit où tu peux revenir plus facilement que si des blessures chroniques aux chevilles, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, Paul George, une année loupée parce que blessure à la jambe. Et Kawhi, c'était la fameuse saison bizarre 2018. Lui, c'était justement un peu la cheville, mais c'était les Spurs, les histoires bizarres avec les Spurs. Bref, c'était très bizarre. Mais à part ça, aucun des deux n'est injury prone. 2020, pas de blessure. Ok, échec sportif comme on a dit, mais là je fais un peu le côté blessure. 2021, la blessure arrive. Bon, là, c'est pas de chance. Mais je veux dire, c'est quand même la première blessure un peu majeure qui, pour moi, Zaza Pachulia, la cheville, voilà, ça compte pas trop, quoi. Enfin, c'est un mec qui met son pied sous la cheville. Bon, bref. 2021, ok, première grosse blessure. Je comprends que l'effectif de les Clippers se disent, il s'est blessé, on attend, quoi. 2022, il joue pas. Il est pas encore revenu. Pour moi, 2022, c'est un peu tôt pour dire il faut tout faire péter. C'est juste que le mec s'est fait une blessure très grave au genou. Il met un an à revenir. On n'a pas d'ambition pour 2022. On va pas rusher, on va pas accélérer, en français, son retour. Voilà, ok. 2023, après son année blanche post-blessure, parce que la blessure arrive au mauvais moment, elle arrive en play-off, donc tu manques littéralement toute l'année d'après. 2023, il joue beaucoup. Il est très bon. Et en effet, il se blesse à la fin. Il se blesse en play-off. Et pour moi, 2023, c'est en effet peut-être le premier moment où tu te dis c'est pas qu'une grosse blessure. Peut-être qu'il faudrait éventuellement penser à changer le projet, etc. Mais pour moi, tu vois, c'est le début où ça devient acceptable. Et même, pour moi, si l'an dernier, donc en 2023, ils avaient fait ça, j'aurais peut-être dit, c'est quand même un peu tôt, quoi. Mais là, ok, donc 2023 c'est passé, et 2024 de rebelote, et là on a bien compris. Là, je veux bien comprendre le côté récurrence. Là, enfin, il y a des récurrences, mais tu vois, je sais pas si tu achètes un peu mon côté chronologie, mais si tu veux, tu as la blessure 2021, 2022, il revient. Bon, voilà, 2023, il joue bien.
ça me paraissait un peu tôt quand même pour dire ouais, il aurait fallu que dès le début, dès la moitié de ses 5 ans, on passe à autre chose. Dans les faits, non, t'as ta star, t'attends qu'elle revienne de blessure en fait. Ouais, après je pondérais sur, pour moi c'est à partir vraiment de 2022 parce que sur la saison sans Kawhi, Paul George joue 31 matchs aussi sur 82. C'est vrai. Et sur Kawhi, on en avait parlé je crois l'an dernier. Kawhi, il est très fort sur la seconde partie de saison, la 2022-2023. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que je crois que c'est aux 2 tiers de la saison, donc à partir de 55 matchs. Je crois que Kawhi a joué 50% des matchs. Il y a un moment, il doit être à 28 matchs joués sur 54 joués par les Clippers sur la saison régulière. Il fait le premier match de la saison contre les Lakers, tu sais, il fait 20 matchs. Ouais. Premier match de la saison contre les Lakers, il fait 20 minutes, on dit mais c'est qui lui, c'est pas Kawhi quoi. Ouais. Et après il y a une grosse période où il est absent et il me semble on le revoit pas avant début décembre et même décembre, il est load management sur les back-to-back, etc. Et là, il commençait déjà à y avoir certaines formes de frustration, que ce soit de la fanbase ou que ce soit un petit peu de la vie globale NBA sur la disponibilité de Kawhi. Donc après, c'est la rechute entre guillemets, c'est la seconde partie de saison 2023, il est énorme, incroyable. C'était, il me semble qu'il était premier à l'EFG en pull-up, oui. Que ce soit à 2 ou à 3 points, c'était exceptionnel. Il se reblesse derrière. Donc ouais, pour moi, vraiment, comme j'ai dit, sur la 2019-2020 ou sur la 2020-2021, en termes de blessures, je suis complètement d'accord. À partir de 2021-2022, t'as Kawhi qui sort des croisés, t'as Paul George qui loupe 60% de la saison. Je dis pas qu'il fallait tout exploser parce que de toute façon, quand tu envoies tous tes pics de draft, tu es obligé entre guillemets de conserver l'effectif tel quel. T'es obligé d'aller jusqu'au bout du raisonnement et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec le trade pour James Harden où ils ont envoyé tout ce qui restait de tours de draft disponibles pour vraiment aller jusqu'au bout de l'expérimentation. Donc ouais, c'est peut-être à partir de ce moment-là où je me dis en tout cas, tu ne pouvais pas exploser le roster, mais tu pouvais pas t'attendre potentiellement à aller jusqu'au bout. Ou est-ce que ces 2 joueurs-là restent en même temps en santé sur saison régulière plus playoff sur 80 matchs quoi. On diffère de quelques mois alors. Toi, tu dis dès peut-être 2023, fin 2023, la rechute, on peut se poser la question. Moi, j'aurais trouvé ça tôt et je dis que s'ils avaient fait exploser le projet maintenant, été 2024, ça m'aurait pas choqué. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, le côté ils ont construit avec des injury prone, ça par contre c'est pas totalement vrai, je trouve. Et encore le prix était très cher même à l'époque, mais je pense que ça valait le coup et même encore aujourd'hui moi je le referais sans doute. Et bon, c'est aussi la valeur de la continuité, hein. C'est que tu vois l'exemple de Boston pour moi, c'est ça la valeur de la continuité, c'est qu'en fait avoir un titre c'est dur, il peut se passer tellement de choses en termes de blessures, en termes de sportifs, de hasard, etc. Donc en fait, la valeur de la continuité, c'est que tu as plusieurs chances d'aller au bout en fait. C'est ça Boston, ouais. Mais ils ont fini par y arriver parce qu'ils ont eu plusieurs chances de le faire. Et les Clippers, malheureusement, ils n'en ont eu qu'une. Mais bon, encore une fois, on se remet en 2019 et on te dit, tu vas voir, sur les 5 prochaines années, Kawhi, il va développer le passing, il va devenir un monstre. J'ai même pas dit mes stats sur Kawhi aujourd'hui, mais bref, il provoque moins de fautes qu'avant, mais il est toujours aussi efficace parce qu'en fait, il devient monstrueux sur le shot making. On te dit en 2019 tout ça et on te dit, tu verras, tu n'auras qu'une seule campagne de playoff. Franchement, on est quand même dans du très très improbable. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas, je te disais, quoique toi t'es pessimiste, mais j'allais dire si OKC sur les 5 prochaines années, en fait, bref, on va pas ouvrir ce dossier constant. Non, mais voilà, je voulais juste, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord sur les rechutes, etc. Et à quelques mois après, peut-être on aurait pu faire sauter le projet avant, etc. Juste pour dire, attention à pas exagérer parfois le côté, comme tu dis, révisionniste historique peut-être sur ce côté injury prone, sur le côté voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une question de philosophie de toi et moi, je pense qu'on n'est pas trop sur ce côté la rings culture et un projet n'est validé que s'il y a absolument une bague et un joueur est nul s'il a pas de bague. Voilà, je pense qu'il y a aussi une différence de philosophie plus globale aussi là-dessus où voilà, enfin. La bague est important, c'est le but, mais c'est pas ça qui va définir si un joueur était bon ou pas, ou si un projet valait le coup d'être fait ou pas, à mon sens. Mais c'est question de philosophie, je pense. Oui, et puis après sur le package, enfin, tu dis aux fans des Clippers à l'été 2019, en fait, là le rookie que vous avez drafté il y a un an chez Gilgeous-Alexander, bon défenseur, un petit peu de tir en catch and shoot, un petit peu de passing. Dans 5 ans, ça va devenir un des 10, et encore 10, je suis large, un des 10 meilleurs joueurs NBA. Je pense qu'on te rigole très fort à la figure si tu dis ça. Donc, ouais. Tu pouvais pas deviner que chez Gilgeous-Alexander allait atteindre ce niveau. Tu pouvais pas deviner qu'avec les pics de draft, OKC allait drafter un joueur du calibre de Jalen Williams. C'est un trade. Enfin, honnêtement, sur les 30 franchises NBA,
Les 30 GM le font dans cette position-là, ce trade, et ils le font sans hésiter. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.